Notre façon de manger a changé et l'image utilisée pour vendre la nourriture est devenue celle d'une alimentation saine et naturelle. À l'épicerie, nous sommes bombardés d'odeurs, de couleurs et de slogans toujours plus attrayants. Les ténors de la grande distribution ont recours à différentes techniques de marketing pour promouvoir leurs produits et attirer le consommateur. On travaille beaucoup avec autant les sens, donc les 5 sens, parce qu'avant de manger l'aliment, on le regarde, on le sent, on l'écoute, on y touche. Les colorants, les allégations santé, les arômes et autres additifs alimentaires envahissent désormais notre quotidien. Mais alors, que mangeons-nous vraiment? Sommes-nous suffisamment informés pour déjouer les pièges du marketing alimentaire? La grande masse de consommateurs dans un marché libre ne sont pas en mesure d'attraper chacune de ces attrapes employées par le marketing alimentaire. Lise Hort met un point d'honneur à choisir ses aliments. Elle achète chaque jour ce qu'elle mange pour s'assurer de consommer des produits frais et de qualité. Mais le choix peut parfois s'avérer difficile. Je crois qu'il faut être extrêmement informé pour faire des bons achats. Mais je ne suis pas certaine qu'on soit si bien informé que ça. L'industrie agroalimentaire joue sur la peur et l'ignorance des consommateurs. Elle a délibérément creusé un fossé entre la population et son alimentation. Par souci de concurrence, les entreprises misent de plus en plus sur l'aspect santé des aliments et trompent le consommateur par des publicités frauduleuses. Sur une bouteille d'huile végétale, il va écrire sans cholestérol. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de cholestérol, mais il n'y a jamais du cholestérol dans les huiles végétales. C'est pas mensonger, parce qu'ils disent la vérité, mais c'est trompeur. Cette technique, appelée le nutri-blanchiment, consiste à vanter les mérites d'un produit en lui attribuant des garanties santé qui n'ont en réalité que peu d'effet sur l'homme. Contrairement aux États-Unis, ce type de publicité est autorisé au Canada. Les entreprises ont droit à 3 sortes d'allégations d'après les directives de Santé Canada. Elles peuvent être de nature fonctionnelle, comme antioxydants, d'ordre général, tels que produits santé, ou encore médicale. S'il y a une allégation, il faut qu'il y ait des preuves scientifiques que c'est vrai. Mais ce qui se passe souvent, c'est que c'est exagéré. Par exemple, les antioxydants, ça c'est un autre bon exemple. Partout, vous voyez, antioxydants, antioxydants. En fin de compte, les avantages des antioxydants, par exemple sur les maladies cardiaques, sont vraiment, exagérés, dans le sens que les tests qui montrent que ça, c'est un bon antioxydant par rapport à un autre, c'est des tests qui sont faits en laboratoire, ce n'est pas des tests qui sont faits avec l'humain. Il n'y a aucune étude qui montre que des humains qui prennent, des personnes qui prennent beaucoup de bleuets, par exemple, ont moins de crise cardiaque. Ça s'est jamais montré. Mais entre 2008 et 2010, les firmes Coca-Cola et Danone ont été poursuivies par la justice et jugées coupables pour publicité mensongère. Coca-Cola a dû retirer les termes endurance, récupération et énergie utilisés pour promouvoir sa gamme de produits Vitamin Water. Du côté de l'entreprise Danone, la justice l'accusait de publicité frauduleuse pour avoir prétendu que les produits Activia pouvaient réguler la gestion et renforcer le système immunitaire. Pour sa défense, l'entreprise Danone a publié un communiqué de presse précisant que ces allégations étaient fondées sur des études scientifiques. Mais selon Ariel Fenster, certains scientifiques auraient une éthique douteuse. C'est ce qui se passe souvent. On prend une étude et on lui donne beaucoup plus d'importance qu'elle n'a. C'est certain qu'il y a une éthique là-dedans qui peut-être n'est pas suivie du point de vue scientifique. N'importe qui peut acheter n'importe qui. Ça, c'est certain que les gens font beaucoup de choses pour de l'argent. Alors quand elle ne peut pas jouer sur notre ignorance, l'industrie exploite nos sens et plus particulièrement la vue. C'est d'abord avec ses yeux que le consommateur fait son choix. Ce procédé, vieux comme le monde, fait appel aux colorants alimentaires. Mais depuis de nombreuses années, ils ont mauvaise presse. Alors pourquoi? Sont-ils réellement dangereux pour la santé? C'est un dossier, effectivement, qui a fait couler beaucoup d'encre, tant au niveau des effets nocifs possibles et évidemment du fait que c'est pas nécessairement le vrai produit, mais c'est plus un colorant qui donne l'effet de. C'est complexe parce qu'il y a du frais, du transformé. C'est complexe parce qu'évidemment, on est devant quelque chose qui a un impact direct sur la santé des gens, qui peut même risquer la mortalité dans certains cas. Donc, c'est complexe sous tous les angles, et c'est complexe parce que ça arrive de partout. Alors, il n'y a pas nécessairement de barrière à l'entrée, donc les produits sont de nature mondiale.
Pour donner de la couleur aux produits transformés, l'industrie utilise des colorants naturels extraits de matières minérales ou végétales et des colorants artificiels créés à partir de synthèses chimiques. Au Canada, les fabricants ne sont pas tenus de les détailler sur la liste des ingrédients. Il leur suffit d'indiquer sur l'emballage le terme colorant, à l'exception de la tartrazine, qui peut s'avérer nocive pour la santé. Mais selon Nicole Leblanc, nutritionniste à Québec, la notion de danger est exagérée. C'est dangereux s'il y a une subjectivité là-dedans. Là. Quelqu'un qui a une allergie alimentaire, des arachides, c'est un aliment qui est sain pour la santé, mais pour un enfant ou une personne allergique aux arachides, c'est une bombe à retardement. Alors, effectivement, la tartrazine peut être associée à des allergies alimentaires. Alors, tout additif, tout ingrédient dans une liste d'ingrédients n'est pas nécessairement indiqué pour tout le monde. Là. C'est du cas par cas. À ce jour, plus d'une cinquantaine de colorants artificiels ont été retirés des aliments parce qu'ils comportaient des risques pour la santé. Il en reste actuellement 10 autorisés par la législation canadienne, dont le rouge allura. Ce colorant artificiel, interdit en Europe et aux États-Unis, pourrait, selon une étude britannique réalisée par la revue scientifique The Lancet, être à l'origine d'hyperactivité chez les enfants. Pour Ariel Fenster, cette étude est contestable, tout comme les risques de cancer attribués aux colorants artificiels en général. Où on a donné des quantités énormes de colorants à des animaux de laboratoire qui ont développé le cancer. Est-ce que ça a un impact sur la santé humaine? C'est doutable, parce que par exemple, prenons le cas du colorant rouge numéro 3, c'est le colorant que vous avez dans les cerises maraschino, vous savez, les cocktails. Là. Et à l'échelle humaine, pour développer un cancer de la même manière que les rats, il faudrait manger 14 000 portions de cocktails de fruits par jour pendant 70 ans. Et le doute est d'autant plus grand lorsqu'on sait que les réglementations sur les colorants alimentaires varient d'un pays à l'autre. Certains pays vont interdire un colorant alors que d'autres vont le permettre, sur la base des mêmes études. Donc vous voyez, c'est vraiment très controversé. Pour Gail Ellen West, professeure en agroalimentaire à l'Université Laval à Québec, les entreprises auraient trop à perdre pour risquer de mettre en danger la santé des consommateurs. Et ils ne voudraient jamais offrir un aliment toxique à leur clientèle. Donc, ils vont aller jusqu'au point où ils sont pas mal sûrs et certaines que ça passe encore sans provoquer de problème. Mais la polémique autour de ces colorants rend le consommateur méfiant. Le terme de produit chimique effraie la population, alors que sans le savoir, nous en ingérons régulièrement. Vous savez, les gens se disent « je ne veux pas manger de produits chimiques ». Mais notre nourriture est pleine de produits chimiques, parce que nous sommes faits de produits chimiques. Quand vous croquez dans une pomme, qu'est-ce que vous goûtez, du point de vue de saveur? C'est à peu près 500 composés chimiques différents. C'est donc une question de dosage. En petite quantité, ces composants chimiques n'ont aucun effet sur la santé. Pour les colorants artificiels, le danger réside donc dans les aliments auxquels ils sont associés, et notamment les produits contenant peu d'éléments nutritifs et de grandes quantités de sucre. Le plus gros problème alimentaire en Amérique du Nord, ce n'est pas tous ces additifs alimentaires, c'est vraiment les quantités de sucre que l'on consomme. À l'échelle mondiale, la consommation de sucre a triplé au cours des 50 dernières années. Mais sa blancheur cache une triste réalité. Le sucre provoque non seulement des problèmes de dépendance, mais également du diabète, de l'hypertension ou encore des cancers. Le Canada a déclaré que le bisphénol A était toxique, mais pour moi, le sucre est beaucoup plus toxique que le bisphénol A. Mais, je veux dire, du point de vue du lobby, c'est beaucoup plus facile de prendre quelque chose de le bisphénol A, on dit « oh, c'est un produit chimique ». Demandez aux gens s'ils pensent que le sucre est un produit chimique. Pour eux, ce n'est pas chimique le sucre. Hein? C'est naturel. En fin de compte, c'est un produit chimique et c'est un produit chimique qui est beaucoup plus detrimental, qui est beaucoup plus dangereux pour la santé que le BPA. Mais le lobby du sucre est énorme, énorme, très puissant, surtout aux États-Unis. Mais la controverse sur le sucre pourrait-elle prendre le pas sur le dossier des colorants ? Au Québec, la machine est en marche. En 2010, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Coalition Poids ont proposé de taxer les boissons gazeuses et énergisantes à hauteur de 5 à 15 sous le litre. Le but étant d'endiguer les problèmes liés au sucre, tels que l'obésité, qui coûterait à la province plus d'1 milliard de dollars annuellement. Mais pour le moment, la proposition est toujours à l'étude.